Bonjour à tous, je suis Taliesin le Barde, votre humble narrateur. Aujourd'hui, je serai votre guide dans le monde fabuleux de Blanche-Neige. Pour commencer, je voudrais vous parler un peu des auteurs de ce conte, Jacob et Wilhelm Grimm. Jacob, l'aîné de la famille, est né le 4 janvier 1785 à Hanau, suivi par Wilhelm, un an plus tard, le 24 février 1786, à Hanau également. La famille, composée des 2 parents et de 5 enfants, déménage en 1791 pour Steinau, à une cinquantaine de kilomètres de Hanau. C'est ici que leur père, Philipp Grimm, décéda en 1796. À la suite de cela, Dorothea, leur mère, envoya Jacob et Wilhelm chez leur tante à Cassel, à environ 145 km de leur résidence. Jacob commença ses études de droit à l'université de Marbourg en 1802, suivi par son frère un an plus tard pour des études de droit également. En 1805, Jacob abandonna le juridique pour s'adonner à sa véritable passion, la littérature de l'ancien allemand, puis en fin d'année revint à Cassel où sa mère était venue s'installer. En 1806, Wilhelm, ses études finies, s'installa avec sa famille et commença à collecter des comptes avec son frère. Leur mère, Dorothea, décéda le 27 mai 1808, laissant son fils aîné, Jacob, avec la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille. En 1809, Wilhelm dut faire une cure en raison de ses problèmes de santé et revint auprès de son frère en 1810. En 1811, Wilhelm publia son premier livre sur d'anciennes légendes danoises, mais c'est en 1812 que les frères Grimm publièrent le premier volume des contes de l'enfance et du foyer, contenant les contes Blanche-Neige, Réponse ou encore Cendrillon. Le second volume sortit en 1815, soit 3 ans plus tard. En 1819, Jacob Grimm éditera son célèbre ouvrage sur la grammaire allemande, alors que Wilhelm, quant à lui, publia un ouvrage sur les runes, puis un second en 1828. Par la suite, Jacob fit paraître un ouvrage sur la mythologie germanique en 1835. Wilhelm Grimm mourut le 16 décembre 1859 à Berlin, et Jacob décéda près de 4 ans plus tard, le 20 septembre 1863, aussi à la capitale du royaume de Prusse. Les 2 frères sont enterrés à Berlin, laissant derrière eux plus de 200 contes et légendes, comme le joueur de flûte de Hamelin, les musiciens de Brême, ou encore Hansel et Gretel, autant d'histoires qui ont fait rêver de nombreuses générations d'enfants à travers le monde. Il y a aujourd'hui 2 possibilités pour l'origine du conte romancé par les frères Grimm. La première théorie que je vais développer est celle de l'historien Eckhard Sander, édité en 1994. L'origine de Blanche-Neige serait Margaretha von Waldeck. Margaretha, née en 1533 et morte le 15 mars 1554 d'un possible empoisonnement, était la seconde fille et 6e des 9 enfants du comte Philippe IV de Waldeck et de sa première épouse, Margaret, qui décéda en 1537. Le comte eut un deuxième mariage avec Catherine de Astfeld, décédée en 1546. Il n'y aura pas d'enfant de cette union. Pour en finir avec le comte de Waldeck, il y eut un troisième mariage avec Jutta von Eisenberg-Grenzow, le 6 octobre 1554, soit 7 mois après le décès de Margaretha. De cette union naîtra 2 filles. C'est cette troisième femme qui serait, selon Eckhard Sander, la belle-mère du comte de Blanche-Neige. La seconde théorie que je vais vous exposer est plus détaillée. C'est celle du docteur Karl Heinz Bartels en 1986. Le conte de Blanche-Neige serait inspiré de la vie de Maria Sophia Margaretha Katrina von Erthal, née en 1725 au château de Lohr am Main. Elle est la fille du baron Philipp Christoph von Erthal, né en 1689, qui était bailli de l'électorat de Mayence. Il épouse en 1717 Maria Eva von Bettendorf, née en 1697 et morte en 1741, avec qui il aura 10 enfants. Il se remarie en 1746 avec Claudia Elisabeth von Reichenstein, celle qui serait la belle-mère de Blanche-Neige, femme tyrannique qui se sert de sa nouvelle position pour privilégier ses enfants issus de son premier mariage et aidée par l'absence fréquente de son mari. En effet, le baron Philippe Christoph, ambassadeur et ministre des Affaires étrangères de l'archevêché de Mayence,
était souvent amené à partir en voyage d'affaires à travers toute l'Europe et donc peu présent auprès de sa famille. Qu'en est-il du célèbre miroir parlant? D'après la théorie du docteur Bartels, il se pourrait que le miroir soit un cadeau du baron Philipp Christoph von Herthal à son épouse Claudia. Sur ce miroir d'1,60 m, produit dans la vitrerie de Courmainz, se trouve en haut à droite un médaillon où il y est inscrit « L'amour-propre ». Ce qui apporte un poids supplémentaire à cette théorie est l'épisode de la fuite de Blanche-Neige. Il serait possible et logique qu'elle ait cherché à quitter la Bavière par l'ouest pour rejoindre l'Hesse et atteindre les mines de Biber, qui ne sont plus sous l'autorité de Courmainz, mais sous celui du comté de Hanau. C'est dans ces mines que Blanche-Neige aurait pu rencontrer des hommes de petite taille mal nourris, ou des enfants, ce qui pourrait s'expliquer facilement, car la première réglementation du travail des enfants en Prusse n'apparaît qu'en 1839, interdisant le travail des enfants de moins de 9 ans dans les mines, et fixant la durée de travail pour les enfants de 9 à 16 ans à 10 heures en journée, sauf le dimanche. Je vais quand même vous citer deux autres éléments qui me semblent plus nébuleux. Le premier étant le cercueil de verre. Il aurait pu être fait dans un établissement temporaire de verrerie privée. Le second est la pomme empoisonnée. Elle aurait été immergée juste à moitié dans du jus de belladone, qui est une plante mortelle. Un jour d'hiver enneigé, une reine, assise devant sa fenêtre encadrée d'ébène, se piqua le doigt en cousant, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Elle se dit « Oh, si je pouvais avoir un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang, et les cheveux noirs comme l'ébène de cette fenêtre. » Bientôt, elle eut une fille telle que souhaitée qui reçut le nom de Blanche-Neige, mais la reine mourut peu après. Un an après, le roi se remaria avec une femme fort belle, mais orgueilleuse, prétentieuse et narcissique. Elle avait un miroir enchanté qui ne pouvait mentir. Il lui répétait qu'elle était la plus belle femme au monde, jusqu'à la 7e année de Blanche-Neige, où il annonça à sa maîtresse que la jeune enfant était devenue plus belle qu'elle, déclenchant ainsi la haine de la marâtre envers la jeune fille. Un jour, la reine fit venir un chasseur afin de tuer l'enfant et d'en ramener le foie et les poumons pour preuve. Mais l'homme se contenta de l'abandonner dans les bois, au gré des bêtes féroces, et ramena les organes d'un marcassin que la reine fit cuisiner avant de les ingérer. Errant dans la forêt, terrifiée, Blanche-Neige se mit à courir devant elle sur des cailloux pointus, dans des ronces. Des animaux sauvages bondissaient à côté d'elle, mais sans lui faire de mal. Le soir tombant, elle découvrit une petite maison où elle entra se reposer. À l'intérieur s'y trouvait une table minuscule où étaient dressés 7 couverts dans lesquels elle but, mangea, puis s'endormit dans le dernier des 7 petits lits disposés le long du mur. Lors de son réveil, elle vit les 7 nains qui, apitoyés par son histoire, acceptèrent de la cacher et de la loger comme servante. La méchante reine, apprenant grâce au miroir que Blanche-Neige était toujours vivante, se déguisa en marchande ambulante, et alla par-delà les 7 montagnes, frapper à la porte de la maison des 7 nains, pour vendre à Blanche-Neige un lacet multicolore en soie tressée. La jeune femme lui ouvrit, acheta l'objet, et laissa la marchande lui mettre la ceinture, qu'elle serra si fort que cela lui coupa la respiration, laissant Blanche-Neige à terre, comme morte, puis s'en retourna dans son château. Les nains, à proximité de la maison, découvrirent la jeune fille ainsi, et coupèrent la ceinture de soie, laissant la possibilité à Blanche-Neige de respirer, reprendre connaissance, et expliquer ce qui s'est passé. De son côté, la méchante reine, le demandant à son miroir, s'aperçut que sa victime n'avait pas succombé. Elle décida de confectionner un peigne empoisonné, et se déguisa en vieille femme, retourna à la maison des 7 nains pour vendre l'objet maudit. Blanche-Neige, méfiante, n'ouvrit pas la porte, mais lorsque la vieille femme proposa le peigne empoisonné, la jeune fille fut comme hypnotisée par l'objet, puis elle l'acheta et laissa la vieille femme lui planter dans les cheveux, lui faisant perdre connaissance. La reine s'enfuit dans son domaine, certaine de sa victoire, mais c'était sans compter sur le retour des nains, qui après investigation, découvrirent et enlevèrent le peigne, ce qui ranima instantanément Blanche-Neige. De retour dans son domaine, le miroir annonça la nouvelle à la reine sur demande, ce qui la mit tellement en rage qu'elle s'enferma dans son cabinet secret afin d'y créer une pomme empoisonnée. Une fois sa création terminée, elle s'en retourna vers la maison des 7 nains
sous les traits d'une vieille paysanne pour y vendre son fruit mortel. Blanche-Neige, sur l'interdiction des nains, n'ouvrit pas la porte. La vieille paysanne lui proposa une pomme en cadeau, mais la jeune femme refusa encore. Alors la reine coupa la pomme empoisonnée, seulement d'un côté, et mordit à pleines dents dans la partie saine de la pomme. À ce moment, Blanche-Neige, confiante, mordit dans la belle pomme rouge et tomba inanimée, et la reine s'enfuit dans sa contrée en un grand éclat de rire. Cette fois-ci, les nains ne purent la sauver. Ils la pleurèrent 3 jours et 3 nuits, l'ont mise dans un cercueil de verre qu'ils déposèrent au sommet de la montagne pour que tout être vivant puisse aussi la pleurer. Blanche-Neige resta très longtemps dans son cercueil, sans se décomposer, jusqu'au jour où un prince passa par là et en tomba amoureux. Il obtint la permission des nains d'emporter le cercueil. Mais en route, un porteur trébucha, délogeant le morceau de pomme coincé dans la gorge de la jeune fille qui se réveilla. Le prince lui demanda sa main, et la jeune femme accepta. Le miroir enchanté dévoila à la méchante belle-mère que la future reine d'un autre domaine était plus belle qu'elle. Invitée au mariage, la méchante reine y alla par curiosité et reconnut Blanche-Neige, qui la condamna à porter des souliers en fer rougis par le feu et à danser jusqu'à ce que mort s'ensuive. On peut trouver quelques différences dans certaines versions et adaptations. Comme différence, nous pouvons trouver la méchante reine est la mère de Blanche-Neige, un valet du prince fatigué et énervé de porter Blanche-Neige assène un coup dans le dos de la belle endormie, ce qui provoquera son réveil. La reine demande au chasseur de rapporter le cœur de Blanche-Neige. La méchante reine meurt terrassée par la jalousie. Dans le célèbre film d'animation de 1937, le conte a été réécrit pour ne pas heurter la sensibilité des enfants. La méchante reine ne fait qu'une tentative d'assassinat. Ce sont les nains qui la repoussent dans la montagne, où elle finira par mourir en tombant de la montagne. S'ensuit le réveil de Blanche-Neige par le baiser du prince charmant. On pourra noter que dans cette adaptation, les nains sont nommés à la différence du conte. Dans les adaptations plus récentes en film, séries ou encore bande dessinée, le conte original a donné beaucoup d'interprétations libres. Une Blanche-Neige méchante, le chasseur ami et mentor de Blanche-Neige, une méchante reine qui jettera un sort pour créer une ville, dont elle sera le maire, figée dans le temps. Pour conclure, ce conte nous fait toujours rêver après plus de 200 ans et continuera de nous émerveiller tant que nous ne l'oublierons pas. Le barde que je suis vous remercie d'avoir écouté mon récit et j'espère vous retrouver pour ma prochaine narration. Merci à tous.